Bonjour à tous et à toutes. Je suis Valentine Ducharme. Je suis freelance product manager et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette discussion avec Côme Fouque, Bonjour. qui est le cofondateur et le CEO de Indie, une solution pour simplifier la vie des indépendants. Donc, la discussion va durer environ 30 minutes. Si vous avez des questions pour Côme, on vous invite à retrouver dans l'espace HIT après la conférence et on va dédier ce temps-là plutôt à notre échange. Ça va passer assez vite. Donc, je vais vous présenter rapidement Côme. Tu es passé par l'ESSEC avec un MBA en entrepreneuriat et innovation. En 2011, tu fondes ta première startup qui s'appelle Une minute pour comprendre, qui est un outil de e-learning dédié à la création de vidéos. Puis, tu arrêtes cette aventure en 2012. Et jusqu'en 2016, tu te spécialises plutôt en marketing, business development, développement produit, notamment chez Adways et un passage à San Francisco, si je ne me trompe pas. Et en 2016, tu cofondes Georges, qui deviendra Indie, pour simplifier la comptabilité des indépendants. Donc, Georges, depuis, ça a bien changé. C'est plus de 90 000 indépendants, 250 collaborateurs, 86 millions d'euros levés. Et d'ici 2027, vous ambitionnez d'être la solution de plus d'1 million d'indépendants. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut continuer à innover au sein d'une structure existante, bien installée. Et donc, vous avez des super beaux exemples chez Indie, notamment le lancement du compte pro gratuit. Et ma première question, c'est pour lancer ces innovations, comment est-ce que tu as réutilisé ton expérience en tant qu'entrepreneur, en fait ? Carrément. Très bien. Bonjour à tous. Donc ravi d'être là et de pouvoir partager quelques learnings, puisque je suis beaucoup passé par là au début et donc je trouve ça super de pouvoir rendre à l'écosystème moi tout ce que j'ai appris dans toutes ces conférences et tous ces meet-ups. En effet, je trouve que ce sujet du 0 to 1, moi c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que je trouve passionnant, parce que je trouve la problématique est assez dingue. C'est fou de se dire que il y a des boîtes qui ont des moyens infinis, qui sont des grandes boîtes du CAC 40 et qui en fait ont énormément de mal à faire un 0 to 1. Et donc c'est assez chouette de se dire que c'est pas une question de moyens, c'est pas une question d'argent, quoi. C'est une question de méthodologie, c'est une question qui est assez complexe en pratique. Et je trouvais on a pas mal tiré de leçons, je trouve, ces 2-3 dernières années, d'avoir fait des innovations radicales, fait des startups dans la startup un petit peu chez Indie, avec finalement beaucoup de points communs avec l'expérience qu'on a quand on lance sa boîte et qu'on veut faire ce 0 to 1, puisque je suis passé par là déjà 2 fois. Et du coup, je dirais même que ça permet de tirer des leçons avec encore plus de maturité, parce qu'on voit bien les points communs entre c'est quoi de lancer une innovation radicale, que ce soit dans un contexte d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat chez nous, et puis c'est quoi les petites différences aussi. Et je trouve que c'est des bonnes leçons que j'utilise souvent quand je fais un peu de mentorat ou de coaching auprès d'entrepreneurs et que je voulais vous partager. Pour vous donner un petit peu le contexte, donc en effet, Indie, c'est une application tout en un pour les indépendants. Donc historiquement, on est centré sur la comptabilité et les déclarations fiscales. Donc on fait une sorte de robot comptable, une alternative à un expert comptable. Et au fur et à mesure, on a étoffé toute la palette de l'application pour se positionner sur un large spectre. On a un volet de l'application qui est gratuit, qui fait création d'entreprise, compte pro, compta, devis, facture, justificatif. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent d'un Legal Start, d'un Conto et d'un QuickBooks 100% gratuit. Et puis, en face, on a la version Premium, qui est là notre robot comptable. Donc là, c'est toute la technologie qui nous permet finalement de proposer une alternative à l'expert comptable et qui permet en gros à nos clients d'économiser entre 800 et 1000 euros par an versus un expert comptable traditionnel pour faire cette déclaration fiscale. Et donc, notre histoire, c'est une histoire d'innovation radicale, de changement de braquet assez régulier, où à chaque fois, en fait, on va rejouer un peu à qui tout double l'avenir de la boîte, qui passe par des levées de fonds successifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une levée de fonds, au fond, c'est un très gros pari produit, quoi. Et donc, ça veut dire que c'est une ou deux startups dans la startup qui tentent de recréer une histoire très exponentielle. Et nous, on est une boîte comme ça, très produit, quoi. On a plein de petits clients. Et donc, on grossit quand on a des paris produits qui fonctionnent. Et c'est pour ça que c'est un workshop très produit. Et donc, si on rentre dans le vif du sujet, nous, les grandes leçons qu'on a tirées, je trouve ça intéressantes à partager. Donc, le premier, c'est quand
moi, je trouve que j'ai eu beaucoup de confusion la première fois que j'ai monté ma boîte. On est souvent un peu tiraillé entre l'enthousiasme du début et la créativité du début, à vouloir sans arrêt enrichir, phosphorer et pour repousser les limites de tout ce qui serait possible si son innovation marchait. Euh, et on a besoin de cette énergie, de cet enthousiasme au début pour se lancer, créer, avoir cette énergie créatrice, quoi. Et en même temps, un principe de réalité et tout, qui dit quand même, attention, on tente quelque chose qui est quand même à probabilité de succès. Et justement, une des façons de se mettre en situation de succès, c'est quand même de regarder les choses de façon très froide, en se faisant très peur. Et moi, ça, c'est une de mes grandes leçons. Et donc, comment on réconcilie un peu cette tension, quoi. Et je pense, au fur et à mesure qu'on a progressé, qu'on a fait nos essais-erreurs, aujourd'hui, on a mis au point notre méthodologie chez Indie qui s'applique en fait très bien dans un contexte startup. Et je me suis rendu compte à posteriori que, au fond, c'est ce que j'avais fait quand j'ai monté ma deuxième boîte pour éviter les erreurs que j'ai fait sur la première. Et c'est ce qui nous a mis en situation de succès. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que il y a une première phase qui est vraiment une phase d'idéation, un peu comme un brainstorm. On a envie d'assembler beaucoup d'idées. Bah, il faut se faire plaisir, faut pousser vraiment les watts et il faut essayer d'amener l'idée un peu à son maximum et d'explorer un peu toutes les ramifications. Mais au fond, ce processus créatif, normalement, il va assez vite. Au bout de quelques jours, quelques semaines, vous commencez en fait à avoir exploré un peu les grandes options face à vous. Et là, on a plus envie de rester un peu dans ce mode créatif parce que c'est un mode qui est confortable, qui est plaisant, Et en fait, là, il y a un premier exercice qui est hyper exigeant. Ensuite, de reconvergence un peu, de dire, ok, mais maintenant, on va passer à la partie où on se fait malin. Et donc, en fait, l'exercice à faire que moi, maintenant, je fais de façon assez systématique, c'est un peu un exercice de survie, quoi. Euh, et donc, en fait, il faut se forcer à écrire une thèse, quoi, et proposer la meilleure version de notre innovation et se forcer, entre guillemets, un peu comme dans l'émission, je bloque les paroles. Voilà, il y a un moment où il faut choisir et il faut positionner. Vous avez plein d'infos, mais vous faites votre meilleur jet et vous écrivez cette thèse, vous posez cette thèse. Il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez le faire dans une demi-page. Chez Amazon, il faut un communiqué de presse à l'avance de quel va être le succès. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple, le business model canvas. Donc, vous pouvez faire un business model canvas pour dire, voilà, les grandes hypothèses un peu structurantes de mon business. La case, elle est toute petite. Vous avez la place à mettre 8 mots. Vous ne pouvez pas tricher, quoi. Et soit vous mettez un truc, soit vous mettez un autre. Mais ça force à se positionner. Et donc, ça fait lien un peu avec des méthodes de produits. Pour ceux qui connaissent, nous, on utilise beaucoup double diamant. Donc, il y a vraiment dans cette phase de double diamant, un peu une phase d'idéation, de création où on diverge. Et puis ensuite, une phase de reconvergence où on revient à une espèce de fin qui a un espèce de cliquet où on se dit, OK, là, les choses sont posées. On tamponne ce truc. À partir de là, ça bouge plus, quoi. Et donc, le double diamant, ensuite, on repart en phase de divergence. Et donc, une fois qu'on a posé un peu cette thèse, on rentre dans un deuxième exercice, qui est un exercice hyper violent pour un entrepreneur, mais qui est en même temps hyper décisif, hyper vital, qui est de casser cette thèse. Et il faut se faire mal, il faut essayer de défoncer ce qu'on avait construit. Nous, ce qu'on fait typiquement chez Indie, qu'on peut faire dans une structure plus grosse, c'est que le plus dur, c'est que c'est un peu schizophrène d'être entrepreneur, à la fois de créer son idée et d'en être amoureux, et en même temps d'être la personne ici qui essaie de la casser avec les infos que donnent les autres. Bon, moi j'ai appris à faire ça avec le temps parce que j'ai appris que sinon c'était assez coûteux. Et ce qu'on peut faire dans une phase d'entrepreneuriat, c'est que ça peut être différentes personnes et donc c'est beaucoup plus puissant, quoi. Donc la personne qui porte l'idée, à un moment, elle écrit sa thèse et ensuite, on va bien s'arranger aux gens qui vont être les plus critiques dans la boîte, les plus clairvoyants, les plus voilà, perspicaces pour essayer de casser la thèse. Et donc, et c'est très important en fait à un moment d'arriver avec une thèse où on se dit, putain, j'ai beau l'attaquer par tous les angles, franchement, le truc, ça tient la route, quoi. Et j'ai plusieurs leçons de guerre comme ça. Moi, je suis passé par là. J'ai des copains entrepreneurs qui sont passés par là et qui derrière ont été successful. Et je vous donne juste cette anecdote parce que je trouve elle est sympa. Donc, moi, je coachais un de mes potes entrepreneur qui essayait un peu de trouver son chemin, quoi. Et puis un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, putain, comme j'essaye dans tous les sens et tout, mais je comprends pas. On va pas réussir, quoi. Là, voilà. Et vraiment, ce truc de j'ai écrit ma thèse, je l'ai secoué dans tous les sens. Et celui-là, vraiment, pour moi, c'est évident que ça va marcher. Maintenant, je n'arrive pas à casser ma propre thèse, quoi. Je dis, ben, moi, c'est simple, c'est se mettre deux boîtes. Le moment où j'ai décidé de créer ma boîte, c'est bon, j'en étais là, quoi. C'est le moment où tu dis, t'as un truc, tu l'as secoué dans tous les sens et tu vois pas comment tu vas échouer. Vas-y, là, tu commences à un truc suffisamment mature pour se dire, bon, ben, on a une sorte de vision, quoi, une vision qui est robuste, qui résiste à tous les gens ensuite qui vont vous dire que ça va pas marcher, qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles ça va pas marcher. Vous avez des réponses à tout ça, puisque vous avez essayé de le casser dans tous les sens et vous n'avez pas réussi.
Donc ça, vous avez une colonne vertébrale sur un solide pour commencer à bâtir, quoi. Et donc, et je pense du coup, c'est ça la leçon, quoi, c'est de se dire, quand vous faites des projets comme ça d'innovation radicale, qui sont du coup des projets qui sont par définition fragiles, quoi, où dès qu'on va mettre les premiers pas dans le projet, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, vous allez avoir des questionnements fondamentaux, on va se dire merde, mais est-ce qu'on s'est pas trompé, est-ce qu'on n'a pas merdé ce truc? Et puis l'équipe dessus, elle sent bien que ce truc est fragile, et donc tu peux perdre la foi assez vite. C'est vraiment ce moment du 0 to 1, c'est vraiment le projet est très fragile. Et donc là, une des clés de succès, c'est de se dire, ah ben non, mais j'ai bien écrit cette thèse, quoi, j'ai bien la façon dont je veux construire ce truc, j'ai essayé de le casser dans tous les sens et j'ai pas réussi. Bon, bah, du coup, je sais ensuite que au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet, même si les gens nous challenge, etc., un peu dans tous les sens, nous, on a une colonne vertébrale solide et donc on saura redéfendre et du coup, on saura garder un peu la cohésion de ce collectif et garder notre cap et y aller, quoi. Ça, c'est bon, c'était cette étape-là, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Et justement, tu parles du collectif et de l'équipe dessus. Comment est-ce que tu choisis, ou peut-être qu'ils se choisissent eux-mêmes, les gens qui vont venir au sein de ce projet? Et toi, en tant que CEO et cofondateur aussi, à quel point tu restes impliqué dans ces projets-là? Carrément. Et donc ça, c'est ensuite dans ce chapitre 2, c'est bon, j'ai ma tâche, j'assemble mon équipe, quoi. Donc c'est, moi, de mon expérience, le facteur clé de succès numéro 1 d'une startup, quoi, c'est comment tu assembles l'équipe de cofondateurs. Je peux en parler très librement, parce que sur la première boîte, on a fait vraiment tout ce qu'il fallait pas faire, et du coup, ça n'a pas marché. Et sur ma deuxième boîte, on a essayé de trouver un équilibre, et du coup, ça a bien marché. Et je le vois quand même beaucoup aussi autour de moi. Et de la même façon, quand on le fait en entrepreneuriat chez Indie, c'est pareil, c'est un facteur clé. Le point commun qui est très fort, et je trouve qu'il est quand même assez instructif, c'est que un des facteurs clés de succès, c'est d'avoir une équipe très resserrée. Et donc, on est au tout début d'un projet, même si moi, chez Indie, il y a 250 salariés, on a levé beaucoup de fonds, on a beaucoup de moyens. La startup, quand elle commence, ils sont 3 ou 4, mais c'est tout, quoi. En fait, on n'a pas besoin, il faut pouvoir s'aligner super vite, il faut pouvoir lever les doutes super vite, il faut qu'au début, ça aille très, très vite. Et donc, cette petite cellule d'innovation, c'est vraiment comme une startup dans la startup qui est vraiment on sait qu'il y a une espèce de zone un peu optimale en termes de collaboration à 3 ou 4 personnes. Et donc, nous, on construit des équipes de 3 ou 4 personnes et on prend des gens qui ont un certain tempérament, on va dire un tempérament d'entrepreneur, hein. C'est-à-dire, si on doit se dire des choses un peu concrètement, parce que chacun mettra de ce qu'il veut derrière entrepreneur. Moi, je pense qu'il y a un critère qui est sur l'optimisme et la confiance, quoi. En fait, il faut que tous les gens autour de la table donnent de l'énergie au groupe. Faut le voir à moitié vide. C'est hyper énergivore pour le reste de l'équipe, quoi. Donc, il faut des gens qui sont là et qui amènent de l'énergie autour de la table. Euh, il faut des gens qui ont un biais vers l'action très fort, de se dire les 6, les 9 premiers mois, c'est vraiment, il y a un côté un peu get shit done. Il faut faire des petites tâches itératives très vite, sans se poser des questions trop lointaines. Et ça, c'est pareil, c'est une question de tempérament. Il y a des gens qui aiment bien explorer toutes les options, etc. Puis il y a des gens qui aiment bien délivrer des choses concrètes. Et il faut des équipes de gens qui ont envie de délivrer des choses concrètes vite et bien. Euh, et puis après, il y a une espèce de dynamique de groupe. Donc, bon, voilà, quand on crée une startup, c'est encore plus vrai, mais en entrepreneur, nous aussi, on le fait beaucoup, d'avoir des expertises complémentaires autour de la table. En fait, au maximum, on n'a pas besoin d'aller chercher des expertises à l'extérieur et que tout ça, ça vive dans ce petit vase clos, quoi. Donc, nous, quand on fait ces startups dans la startup, on assume qu'elles sont euh, très isolées du reste de l'organisation. Et c'est ça que ça veut dire pour moi, la startup dans la startup aussi, c'est ils sont un peu cloisonnés, ils ont leur vie, ils ont leur rituel, ils ont pas besoin de s'aligner avec les autres départements parce que c'est ça qui crée de la lourdeur, etc. Et donc, du coup, on essaye de leur donner toutes les expertises dont ils ont besoin pour surtout pas être en dépendance du reste des ressources de la boîte. C'est la startup dans la startup et ils ont tout ce qu'il faut pour opérer. Pour caricaturer un peu, c'est s'ils ont un besoin qu'ils n'ont pas, à la limite, j'ai presque une préférence pour qu'ils aillent prendre un freelance à l'extérieur plutôt que d'aller demander à des gens qui ont des ressources dans la boîte. Et ça a l'air sur caricatural. Évidemment que en pratique, ils vont aller déjeuner, prendre un café avec des gens pour aller récupérer des expertises, etc. Mais il faut leur donner une totale autonomie et qu'ils ne soient pas empêtrés dans le reste du fonctionnement de la boîte qui, lui, a des cycles et des temporalités qui sont assez différentes de la startup. Oui, du coup, et toi, ton rôle là-dedans en tant que CEO, est-ce que tu restes impliqué dans ces petites startups ou tu les laisses piloter à leur façon? Ouais, c'est une super bonne question et je trouve ça, je préfère peut-être répondre presque avec une anecdote pour se donner des choses très très concrètes parce que là on est assez conceptuel. Du coup, je vais refaire l'histoire de la façon dont on lance le compte pro gratuit.
Donc, pour bien comprendre l'histoire, donc le produit qu'on fait, si on résume, c'est une sorte de Conto ou de Shine 100% gratuit pour les indépendants. Donc, c'est une offre qui est très audacieuse et très disruptive sur le marché, quoi. Parce que historiquement, un compte pro dans une banque traditionnelle, ça vaut en moyenne 24 euros, quoi, si vous êtes dans une agence traditionnelle. Et aujourd'hui, si vous prenez des solutions en ligne, c'est à partir de 9, mais si vous voulez un peu un périmètre fonctionnel minimal, c'est-à-dire au moins pouvoir classer les catégories, faire les devis, les factures, etc., vous allez être tout de suite à 15 ou 19 euros par mois. Donc en fait, en disant, nous, on fait un compte pro pour les indépendants 100% gratuit, c'est assez radical comme offre. Et donc c'est pour ça que c'est une startup dans la startup et pas juste une fonctionnalité de plus dans notre application, parce qu'il y a une innovation de business model. Il y a une innovation dans le positionnement, il y a une innovation dans la distribution. Donc, on est en train de créer une boîte dans la boîte parce qu'on bouge tout un tas de paramètres par rapport à des acteurs historiques. Et donc, de la même façon que ce qu'on s'est dit, si on met en pratique, il y a un premier étage qui est de dire, mais comment on écrit cette thèse, quoi? Est-ce que ça rentre vraiment cette histoire de compte pro gratuit? Et donc ça, c'est notre première leçon, c'est que mon rôle, en tout cas chez Indie, de la façon dont c'est fait, c'est d'amener cette vision produit. Donc, je me nourris énormément à droite à gauche, je vais me nourrir à l'international, je vais me nourrir sur ces différents marchés. Et à un moment, je suis capable de relier plein de points et de cristalliser une espèce d'intuition, de se dire, OK, il y a des tendances technologiques de fond, il y a des mouvements sur le marché de fond qui font que assembler un compte pro gratuit, ça semble être une tendance un peu majeure et on peut être vraiment les précurseurs de ce sujet parce qu'on est hyper bien positionné pour le faire. Et ensuite, il faut passer par cette moulinette qui va casser cette idée. Et comme je vous disais, moi, j'ai le luxe de pouvoir me dire, moi, je vais écrire la thèse et c'est les autres qui vont casser ce que j'ai raconté. Et donc, nous, notre gouvernance est organisée comme ça. C'est-à-dire que quand je finis sur une idée, on sait, et je me méfie moi-même, parce que je suis entrepreneur, je sais que j'ai des mauvaises idées. On a tous des mauvaises idées. Et, voilà, il n'y a que 10 ou 15% des startups qui arrivent à des stades de maturité où ça devient vraiment un business. Donc, ça veut dire que quand même 85% des idées de startups sont à la base des mauvaises idées. Il faut en avoir conscience. Et donc, comment on fait pour ne pas tomber dans cet écueil? On fait ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire, moi, j'écris une thèse. Donc, chacun, voilà, encore une fois, moi, je vous dis un petit business model Canvas, une page sur Notion. Et ensuite, je demande à mes équipes produits de casser ça sous tous les angles, quoi. Et par le passé, on n'a pas toujours fait ça. C'est un apprentissage qu'on a eu où parfois on a été trop vite de « Ah ok, l'idée, franchement, elle tient la route, ce truc est à peu près aligné, on va commencer à mettre des équipes. » Qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, sur ma première startup? On a fait un truc, il y avait 2-3 ambiguïtés, mais c'est pas grave, on a commencé à construire. Et puis en fait, une fois que tu as commencé à construire et que ça fait 6 mois que tu es dans le projet et qu'il y a des hypothèses stratégiques fondamentales qui sont remises en question, c'est hyper inconfortable. Tu sais pas s'il faut continuer, s'il faut refaire un pas en arrière et dire attends, on reprend. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir cette phase de on secoue la thèse dans tous les sens et on la valide. Et l'histoire sur le compte pro est hyper intéressante parce qu'on écrit cette thèse à l'été 2021. L'équipe produit la secoue dans tous les sens et conclut que c'est pas une bonne idée. Et donc on referme le sujet et on se dit ça n'a pas marché pour tout un tas de bonnes raisons et qui disent bon voilà, c'est super intuition mais voilà, quand on va voir les utilisateurs, quand on croise les enjeux, c'est une bonne idée pour Indie, il y a plein de bonnes raisons de faire. Et en effet, ils ont raison, tu vois, et donc c'est une discussion assez rationnelle. Il dit bon on referme ce chapitre. Et peut-être pour dire encore le learning, c'est à l'époque on l'a fait de façon un peu coûteuse, c'est-à-dire qu'on avait quand même commencé à mettre une équipe qui a bossé 2-3 mois dessus pour finalement dire non mais en fait attends, stop, en fait le truc il est pas pur là ce qu'on est en train de faire, on va pas commencer à mettre des équipes dessus parce que on est quand même pas hyper au clair, donc on roll back quoi. Mais ce faisant, tu as quand même des mecs qui ont bossé pendant 3 mois et qui ensuite doivent rechanger le sujet et c'est coûteux, tu as vraiment envie de valider le truc, c'est pour ça que maintenant on se dit non mais la thèse on la secoue, on la valide avant même de mettre des équipes, il faut que tout soit pur. Quand on met les équipes, on n'a plus de questions à se poser, quoi. Et donc l'histoire est intéressante parce que du coup, on avance, le métier évolue, il y a des tendances qui bougent, il y a des positionnements qui bougent. Nous aussi, on bouge en termes de positionnement. Et on se retrouve au printemps 2023 dans une situation où on se dit, mais en fait, les planètes sont en train de s'aligner. Et en fait, les 3 éléments de la thèse qui étaient les plus challengés ont bougé. Parce que nous, on a bougé, parce que le marché a bougé, parce qu'il y a des choses qui ont changé en termes de maturité de positionnement des uns et des autres. Et d'un coup, on reprend cette thèse, on se la refait ensemble, et on se dit, là, tous les voyants sont ouverts, quoi. Et donc, tous les voyants sont ouverts, et il faut comprendre l'impact sur la boîte, hein. C'est du coup toute une séquence stratégique. C'est au printemps 2023, on se dit, ce compte pro gratuit, ça va rentrer et ça va être transformatif pour le marché.
c'est même un truc transformatif à l'échelle sociétale. Enfin, en étant un compte pro gratuit, notre ambition, c'est vraiment de se dire qu'on va sûrement être numéro 1 du compte pro un jour parce qu'on aura la meilleure offre voilà, sur le marché. C'est une très, très forte ambition. Et ça conditionne toute une cascade qui est derrière. On va lever des fonds, on va lever une série C. Ça fait partie de la thèse de la série C. On lève de l'argent, entre autres, pour lancer le compte pro gratuit. Thèse qui est hyper robuste parce qu'on l'a secoué dans tous les sens. Donc, on sait quand même la pitcher, on sait la défendre. Et ensuite, une équipe dessus. Équipe hyper entrepreneuriale, exactement sur ce qu'on se disait. Au début, il y a une personne technique qui dérisque le sujet et qui nous dit est-ce que quand on va commencer à bosser, on va découvrir des trucs ou est-ce que c'est chaud? Puis très vite, il y a 3 personnes. Et ensuite, on passe dans un mode hyper agile qui est assez bien documenté dans les bouquins, si vous lisez des Lean Startup, des 0 to 1, des choses comme ça, qui est une séquence de delivery extrêmement courte avec des sprints de 1 ou 2 semaines où on se concentre vraiment sur ce qui est vital de chez Vital pour essayer d'avoir des milestones extrêmement agressifs où, pour des exemples très très concrets, on décide de lancer le compte pro. On se dit, dans 6 semaines, on veut faire une démo avec une carte bancaire qui paye. Tu as 6 semaines. Les équipes, elles disent, comme tu as fumé la moquette, c'est pas faisable. Et on se dit, on va se mettre autour de la table, on va regarder qu'est-ce qu'on peut couper pour à la fin avoir juste une carte bancaire qui paye et puis voilà. Et 6 semaines plus tard, on est en séminaire avec toute la boîte et on a une carte bancaire Indie qui va payer au restaurant du coin et on est capable de faire cette démo. Évidemment, il y a plein d'artifices et de tours de magie autour, mais ça crée une dynamique qui fait qu'on peut enchaîner. Et ensuite, on se dit, 3 mois plus tard, donc là, on a 12 semaines, on veut être en bêta, quoi. En bêta, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va avoir 300, 500 utilisateurs, un espèce de minimum syndical qui tourne, où on se dit, on peut commencer un peu à communiquer le truc, on n'a pas honte de ce que c'est, quoi. Pareil, on se dit, c'est quand même hyper ambitieux et tout. On se dit, à nouveau, on repasse par une espèce de prise de priorisation un peu radicale en se disant, c'est quoi vraiment le minimum syndical pour que les gens ils soient un peu contents, quoi. Et on coupe dans toutes les fonctionnalités qu'on a envie de développer. On fait une espèce de colonne vertébrale un peu minimale. Ok, il faut pouvoir faire un virement, payer par carte, afficher ses transactions. Et puis, tous les cas particuliers, pour le moment, on les traite pas, quoi. Si tu bâtis que ça, ouais, on sait faire donc on le fait. Et l'attraction, elle suit. Et donc, on est très vite en centaines d'utilisateurs, quoi. Et puis ensuite, il y a un troisième étage où là, on se dit, ok, on passe de la bêta à la version publique, qui est le cycle qu'on est en train d'achever là. On se dit, maintenant, on se donne 6 mois pour consolider et faire jouer égal avec Conto. Et voilà tout ce qu'on a mis sur le côté et qu'il faut finir, quoi. Et là, on est là, quoi. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de satisfaction qui montent super vite, où on fait jeu égal avec Conto sur notre périmètre. Il y a une quatrième phase qui est importante pour les devs, qui est la phase de consolidation. C'est que du coup, en faisant de la priorisation radicale, il y a quand même de temps en temps, tu es obligé de prendre des petits raccourcis ou tu laisses des notes à toi-même en disant que ça, à un moment, il faudra bien le remettre au carré. Parce que sinon c'est coûteux, et donc il faut laisser aussi ce temps de consolidation une fois que tu as fait cette phase d'accélération très forte. On est dessus aussi là pour ce cycle. Mais si tu refais le film, entre le moment où on commence à mettre un premier dev et le moment où on est live en prod avec des dizaines de milliers d'utilisateurs, il se passe 9-10 mois qui sont du coup des cycles extrêmement rapides et qui sont vraiment tout ce que tu peux lire quand tu lis des 0 to 1 ou Lean Startup ou les vidéos de Y Combinator, etc., qui sont vraiment la même philosophie, quoi. Et je pense que la leçon que nous, on a appris, c'est que la chance qu'on a, c'est de pouvoir le faire à plusieurs et qu'il y a des enjeux people importants, quoi. C'est en fait quand on met des gens sur ces startups dans la startup, c'est quand même les gens qui sont les plus dynamiques, qui ont envie qui ont de l'énergie à tout. Donc, on ne peut pas les mettre sur des sujets qui sont mal ficelés. Ça nous force à être beaucoup plus rigoureux sur le process et sur la méthodologie. Et du coup, on est beaucoup plus rigoureux. On a plus formalisé ces étapes, quoi, qui est de dire, on écrit la thèse, on défonce la thèse. Une fois que la thèse, elle est robuste, on met une équipe et on met les œillères et on build de la façon la plus rapide et la plus efficiente possible, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Merci pour cette histoire. Et ça me fait penser, c'est le concepteur de la méthodologie ShapeUp, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit qu'en fait, le temps, c'est une contrainte design. Il faut le voir comme une contrainte design dans le grand sens du terme, et c'est exactement ce que vous faites, quoi. Et j'ai l'impression que je lis en filigrane que ton rôle en tant que CEO, là, c'était toi aussi de cadencer ces contraintes-là pour justement motiver les équipes. C'est vrai que j'ai pas complètement répondu à ta question. À quel moment moi je sors du jeu, et c'est vrai que c'est un truc important. Donc déjà ShapeUp, moi je suis fan de ShapeUp, j'aime beaucoup. Et donc en effet, il y a plusieurs principes de ShapeUp qu'on utilise beaucoup, notamment le shaping, là, le truc de on réduit le scope avant de commencer, pour vraiment se concentrer sur une colonne vertébrale minimale. Ça, je trouve que c'est un exercice extrêmement puissant pour délivrer beaucoup de valeur
Et voilà, c'est des ateliers qui créent beaucoup de valeur. Et donc moi, mon rôle là-dedans, je pense que ça dépend un peu des CEO et chacun voilà, son tempérament. Moi, je suis dans la phase vision. En fait, les innovations radicales, c'est plutôt moi qui les porte. Parce que quand tu dis, les gars, on va changer la boîte et on va faire un pari qui conditionne une levée de fonds, en fait, c'est dur de se dire que c'est quelqu'un d'autre que le CEO qui porte ça. En tout cas, dans une boîte comme nous, c'est un truc très produit. Donc, c'est plutôt moi qui amène ces innovations radicales et qui va jusqu'à écrire la thèse. Ensuite, je passe la balle à mes équipes produits qui vont casser la thèse dans tous les sens. Et le plus souvent, ils y arrivent en plus, donc c'est un peu frustrant. Il faut que je travaille bien pour essayer de faire des thèses un peu robustes. Et une fois qu'on se dit, là, on a une thèse un peu robuste, là, on staffe une équipe. Et moi, je suis assez peu impliqué parce que nous, on a une culture vraiment d'autonomie très forte. C'est-à-dire, on a une culture de décentralisation au maximum des processus de décision. Donc, en particulier, côté tech et produit, on considère que le product manager, c'est le patron de sa zone de jeu. Les ingénieurs, c'est les patrons de leur zone de jeu. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller revalider des choses, etc. Donc, moi, je fais une anti-startup si on se disait qu'il fallait que je mette des coups de tampon à tous les étages. Donc, moi, j'apporte juste ce qui s'est passé. Si on le fait très concrètement sur le compte pro, je suis intervenu 2 fois dans tout le process, qui est quand même du coup très peu. Une fois sur la méthodologie de comment on fait là quand on est 3 pour se dire dans 6 semaines, on a un proto live, alors que tous les devs ils rentrent dans la salle en disant mais je suis désolé mais c'est vraiment pas faisable quoi, tu vois. Et on se dit ok, on va le faire ensemble et on va se donner confiance et puis on y va et puis si vous y êtes pas, c'est pas grave quoi. Mais en tout cas on va essayer de le faire. Du coup on le fait quoi. Donc moi je suis là dans cette réunion qui est hyper importante pour lancer la machine. Ensuite l'équipe elle produit etc. Moi je suis plus dans les boucles. Et après je suis là aussi pour donner un peu le tempo de ok c'est quoi la bêta, aider un tout petit peu à staffer les équipes, etc. Mais finalement, je suis assez peu impliqué une fois que la machine est lancée, quoi. Par contre, je suis réimpliqué si à un moment, la thèse, elle est fragilisée, quoi. Toi, tu avances, tu découvres des trucs, et puis on se dit, waouh, il y a quand même un truc qu'on avait écrit au début. Plus on avance, plus on se dit que c'est pas tout à fait vrai, quoi. On avait beau avoir essayé de le défoncer, ça restait une hypothèse, et puis cette hypothèse, elle est fragilisée. Bon, là, on revient à la case départ. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on s'adapte? Parce que là, il y a une fragilité stratégique qui est importante. Et du coup, on s'en reparle, quoi. Mais donc, du coup, une autre façon de se le dire, c'est très conceptuel, c'est moi, je suis là pour faire de la stratégie. Une fois que la stratégie, elle est bulletproof, quoi, elle a été secouée et validée. Bon, après, l'exécution, ça passe dans les équipes. Et moi, je suis dans la boucle que s'il y a des enjeux stratégiques. Hormis quelques points de méthodologie où j'ai une certaine appétence, une certaine expertise et je peux apporter ce 0 to 1 parce que j'ai été entrepreneur. Ouais, et une question que je me pose, c'est comment vous mesurez le succès à chaque étape aussi? Parce que là, du coup, tu as parlé de l'enchaînement des milestones. Et c'est génial, dans le cas du compte pro, j'ai l'impression que c'est énorme succès. Mais comment est-ce que tu aurais pu mesurer si, par exemple, il fallait arrêter à un moment? Ouais, donc ça, c'est vraiment la méthodologie Y Combinator que je trouve très puissante. C'est que dans ces cycles d'innovation radicale, tu te fixes une North Star et c'est tout. Et donc, je participe aussi à la définition de cette North Star. Et tu te dis, voilà, la North Star, donc c'est vraiment ton cap, la maîtrise que tu veux faire bouger, la maîtrise que tu veux faire atteindre. Tout le reste est secondaire. Et si on se pense à se poser 1000 questions, on n'y arrive pas, quoi. Et donc, juste, on veut arriver là le plus vite possible. Et c'est ça le mandat de l'équipe. Et pour le moment, de toute façon, on est en risque vital. Donc, si on n'a pas ça, de toute façon, on est en risque de vie ou de mort, quoi. Qui est une autre façon aussi assez puissante de réfléchir à ces sujets. C'est, y compris en intrapreneuriat, je trouve que ça marche pas mal. C'est de se dire, à chaque fois que tu es sur des projets, même sur des projets qui sont un peu plus matures, mais où il y a encore des risques un peu stratégiques, de se mettre en risque vital. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un film où dans 6 mois, toute la boîte se réunit, les stratèges de la boîte se réunissent et disent bon, on coupe les investissements sur ce truc, c'est pas viable, quoi. Tant pis, on arrête, quoi. Et c'est hyper dur à se faire pour une équipe. Mais en fait, se poser ces questions, c'est se poser les bonnes questions. Parce que tu as un projet qui, par définition, est encore embryonnaire, quoi. Et tu veux en faire quelque chose qui vit, quoi. Et donc, il faut se poser des questions vitales. Et ça te force, en fait, derrière, à avoir une espèce de priorisation hyper radicale où tu te concentres sur le truc qui fait que tu es encore en vie dans 3 mois, le truc qui fait que tu es encore en vie dans 6 mois. Et donc, moi, je t'accompagne un petit peu aussi là-dessus, sur la définition de cette North Star Metrics. Je peux donner un autre exemple qui rentre aussi dans cette catégorie. Donc, nous, là, par exemple, on a une démarche d'innovation assez forte sur les LLM et dans quelle mesure ça peut jouer un rôle. Pour nous, c'est hyper puissant parce que nous, on fournit une alternative à l'expert comptable. On comprend bien que dans 5 ou 10 ans, tout le volet conseil, accompagnement que font l'expert comptable sera sûrement fourni par un robot comptable. Et on a commencé en disant, nous, on est Georges le robot comptable. Donc, c'est vraiment c'est le cœur de notre métier, quoi.
Donc, on a évidemment une cellule d'innovation qui travaille sur ce sujet pour se dire comment on fait ce robot comptable grâce aux technologies comme ChatGPT. Et de la même façon, on a une thèse et on a une North Star Metrics. On est pour le coup dans la phase plutôt alpha, tu vois, de risque de vie ou de mort. Donc, du coup, on a une métrique. On a un petit sous-ensemble de questions sur lesquelles on doit avoir 90% de satisfaction. C'est tout. Et toutes les semaines, il y a des questions qui émergent et on se dit, est-ce que ça aide à remplir ce truc? Non. Bon, on les note dans un coin, on y répondra plus tard. Là, pour le moment, le sujet, c'est déjà d'arriver à 90% de satisfaction sur ce sous-ensemble de questions, quoi. Pour déjà qu'on ait un truc qui vit, quoi. On a un petit robot comptable extrêmement tube à essai, mais il est vivant, il sait répondre, et il a une bonne satisfaction. On a une base. Après, on peut commencer à se dire, il y a quelque chose, on va pouvoir continuer. Donc, c'est une même démarche que sur le compte pro. Si je devais faire une démo d'un truc un peu waouh, comment je fais? Je fais ma démo sur le minimum vital, qui fait que derrière, tu te dis, ok, là, ça y est, on a un premier quelque chose, on est vivant, quoi. On peut se permettre de mettre plus de ressources, d'accélérer. Et cette équipe, ça illustre aussi très bien ce point. Chez nous, c'est 3 personnes. Donc, c'est vraiment une toute petite cellule, alors que c'est un enjeu stratégique majeur pour la boîte, parce qu'on est convaincu que pour avoir le bon niveau d'agilité et pour sortir ce produit, on a besoin d'avoir une petite équipe resserrée qui est extrêmement agile et qui est capable de trouver le chemin, au moins jusqu'à avoir un petit embryon qui commence à fonctionner, quoi. Génial, merci beaucoup. On a quasi fini. Du coup, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à garder pour diffuser une culture forte de l'innovation au sein d'une structure existante? Ouais, donc c'est une question assez métaphysique, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont cassés les dents dessus, quoi. Si on réfléchit bien, la plupart des grands groupes en fait ne savent pas innover, la plupart des grandes même PME, ETI ont du mal à innover. En tout cas, on a du mal à voir les innovations radicales qui ont été lancées là, récemment par des grandes boîtes du CAC 40 qui sont très visibles et qui les ont transformées, versus certaines startups américaines où tu vois que vraiment, même à très grosse échelle, ils arrivent à se réinventer et changer complètement de business. Moi, je pense que nous, notre fil rouge là-dessus, c'est ce que je décrivais sur la décentralisation du système de décision et l'autonomie des équipes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui bouffe la plupart des boîtes, c'est qu'une fois que tu grossis, tu as une espèce de syndrome de la grande boîte qui fait que la collaboration devient un peu dysfonctionnelle. Et donc, du coup, tu n'arrives plus à recréer des petites cellules qui ont de bon niveau d'autonomie, d'ownership pour lancer des produits. Donc, nous, c'est vraiment les piliers de notre culture, les piliers de notre mode de fonctionnement. On se bat tous les jours sur ownership pour donner de l'autonomie aux équipes, décentraliser tous les mécanismes de décision, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle du CEO, mais on l'a très bien décrit. C'est-à-dire que le rôle du CEO, à un moment, c'est de produire de la stratégie, la secouer. Une fois qu'on a une stratégie qui est claire, on peut donner un mandat à une équipe qui, elle, a beaucoup d'autonomie et qui devient une sorte de start-up dans la start-up, et du coup, qui a cette capacité d'innovation qu'on n'aurait pas si, en fait, n'importe quelle décision devait être systématiquement validée par un CIO, un CRO, je sais pas quoi, et on n'y arriverait pas, quoi. Donc, je pense que l'autonomie et la décentralisation, c'est une clé du succès. Et ça a été très bien décrit, notamment dans le bouquin du fondateur de Netflix, qui décrit très bien comment lui il fait pour opérer et réussir. Et Netflix, c'est un superbe exemple de boîte qui a réussi à se réinventer à plusieurs moments et faire des très grands pivots stratégiques qui ont fait une boîte aujourd'hui majeure, alors qu'à la base, ils faisaient de la location de DVD. Voilà. Donc, je trouve je pense que le levier, il est très culturel, quoi. Super. Ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Com. Merci. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous retrouver dans l'espace HITS. Merci beaucoup. Et sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn si besoin.